Ah, le flotteur. Un tir tellement frustrant pour les défenseurs. On ne sait jamais quand il va être déclenché, mais une fois que c'est le cas, vous ne pouvez rien faire. Au basket, les alternatives en défense sont simples. Si vous décidez de coller votre défenseur, vous vous exposez à une pénétration. Et si vous êtes trop loin, ce sera un shoot sur votre tronche. Et si vous louvoyez entre les deux, un flotteur. Ce shoot a indéniablement été popularisé par les nombreuses stars qui en usent et en abusent depuis quelques temps. Mais quels ont été les précurseurs du flotteur? Et qui sont ceux qui l'ont le mieux maîtrisé? Nous, les Français, on a déjà notre petite idée. Finalement, le flotteur, c'est quoi? Le flotteur, ou tir drop shot, est un tir à une main effectué par un attaquant qui est lancé vers le cercle. Durant sa course vers l'arceau, l'attaquant est bien défendu et ne peut pas s'approcher suffisamment du panier pour scorer en lay-up, soit parce que son vis-à-vis reste devant lui, soit parce que les intérieurs adverses protègent bien le panier. Afin de scorer, l'attaquant effectue alors un tir au déclenchement rapide. Grâce à sa trajectoire parabolique, plus importante que celle d'un lay-up ou d'un hook, ce tir est particulièrement difficile à défendre pour les joueurs adverses. Le flotteur peut être pris avec un ou deux pieds d'appel. La plupart du temps exécuté par les arrières et les meneurs, il nécessite de la précision dans l'exécution, de la lecture de jeu et une certaine coordination dans le mouvement à effectuer. Si l'efficacité de ce tir est élevée, il nécessite une préparation préalable. Souvent précédé d'un pick and roll, ce move permet de tirer en mouvement et donc d'être dans le sens du cercle. Si ce tir s'est massivement démocratisé de nos jours, quels sont les joueurs qui l'ont initié en NBA? On commence avec l'une des premières stars de la Grande Ligue, un joueur sacré plusieurs fois champion NBA, pas Tony Parker, non, et évidemment, pas Chris Paul. 6 fois titré avec la grande équipe des Celtics des années 60, Bob Cousy est le premier meneur, scoreur, passeur. Formidable dribbleur, il reconnaît volontiers préférer le show et chercher à divertir le public plutôt que de rester sobre et efficace. Si Houdini dirige son équipe d'une main de maître, il sait aussi marquer de nombreuses manières. En pénétration ou grâce à son shoot à mi-distance, sa moyenne de 18 points en carrière atteste de son efficacité offensive. Cousy est aussi l'un des tout premiers joueurs à utiliser le flotteur. Précurseur dans de nombreux domaines, le MVP 1957 laisse ainsi une trace indélébile dans l'histoire de la Ligue. Tir hybride, le flotteur a mis du temps à être reconnu à sa juste valeur en NBA. Et s'il a été utilisé par de nombreux joueurs à travers les époques, certains ont marqué de leur empreinte ce shoot d'artiste. Des joueurs comme Mark Jackson ou Drazen Petrovic l'ont pas mal utilisé dans les années 90. Mais c'est en arrivant aux portes du second millénaire que des joueurs vont s'approprier ce tir et en faire une arme récurrente de leur arsenal offensif. La draft 96 est mythique, peut-être la meilleure de tous les temps. Pourtant, Steve Nash n'est pas un top pick et n'est choisi qu'en 15e position. Mais en termes de récompenses individuelles, il n'a rien à envier aux Kobe, Ray Allen, Iverson et autres Stephen Marbury qui l'ont précédé sur le podium de la Continental Airlines Arena. Le double MVP 2005 et 2006 connaît pourtant un début de carrière timide chez les Suns. Rarement titulaire, c'est lors de son transfert à Dallas qu'il va véritablement exploser. En chef d'orchestre d'une équipe qui compte dans ses rangs des attaquants comme Michael Finley, Juwan Howard ou Dirk Nowitzki, Nash régale ses coéquipiers avec son sens inné de la passe. C'est d'ailleurs la force principale du meneur natif de Johannesburg. 5 fois meilleur passeur NBA, il sait mener une équipe comme personne. C'est d'ailleurs le 3e meilleur passeur all-time. Nash, c'est le meneur de jeu au sens propre du terme. Mais si la passe est sa marque de fabrique, il sait aussi être menaçant offensivement. Membre du fameux club 40-50-90, il peut scorer à n'importe quel moment du match. Il est vrai qu'il n'est pas le plus rapide, ni le plus athlétique, mais sa lecture de jeu et son sens de l'anticipation lui permet de toujours trouver l'ouverture. Soit pour un tir, soit pour une passe. Et en plus d'une adresse insolente à 3 points, Steve maîtrise le flotteur comme personne. Remixé à la sauce Nash, il est d'une efficacité diabolique. Parfois à mi-chemin entre un runner et un flotteur, il profite de l'attitude attentiste des défenseurs qui couvrent les potentielles lignes de passe pour scorer à sa guise. On se souvient tous de ce duo dévastateur qu'il formait avec Amare Stoudemire. Malheureusement jamais titré, il demeure encore aujourd'hui comme l'un des MVP les plus contestés de l'histoire. On vous laisse juger de la réussite de la carrière du Hall of Famer. I was never ever supposed to be here. That's for sure. It's incredible. Un paquet de meneurs d'exception ont marqué les années 2000.
et plusieurs d'entre eux ont usé du teardrop pour se faire une place au panthéon du basket. Parmi les as du flotteur, on peut citer Juan Carlos Navarro, Rajon Rondo, Derrick Rose, Chris Paul et bien sûr Tony Parker. Il faut avouer qu'on ne s'éloigne pas souvent de la NBA, mais pour Juan Carlos Navarro, on était bien obligé. La légende de la Roja est un formidable meneur-scoreur. Passé par les Grizzlies lors de la saison 2007-2008, il effectue la quasi-totalité de sa carrière au FC Barcelone. La Bamba possède un signature move déroutant pour les défenseurs, le one-leg floater. Alors lancé vers le cercle, l'Espagnol déclenche son flotteur tout en étant en suspension. Même Stephen Curry avoue « Juan Carlos était l'un de mes joueurs préférés dans l'équipe d'Espagne. Lorsqu'il a pris ses shoots à une jambe lors de la Coupe du Monde 2010, je me suis dit qu'il me fallait ce move. » Source d'inspiration de l'un des plus grands shooters de tous les temps, Navarro est une légende européenne reconnue et l'un des kings du flotteur. Moins scoreur mais tout aussi dangereux, Rajon Rondo se distingue comme Nash ou Cousy avant lui par un sens inné de la passe. Le meneur des Celtics sacré en 2008 est un gestionnaire qui contrôle le tempo d'un match comme peu de joueurs dans la ligue. Piètre shooter, il trouve des espaces vers le cercle grâce à son dribble et ses hesitation moves. Une fois lancé, il peut dégainer son fameux flotteur afin de scorer. Rondo in a hurry. Rondo got it up there and hit it. Rajon Rondo possède d'ailleurs un ami de longue date en NBA. Avec Chris Paul, ils vivent une véritable histoire d'amour depuis plus de 10 ans. Tout a commencé lors d'un match entre les Hornets de la Nouvelle-Orléans et les Celtics. En fin de match, Rondo attaque frontalement CP3 en lui disant « Hey, j'ai une bague, Chris, et tu n'en gagneras jamais une seule !» Les deux All-Stars ont pu enfin déclarer leur amour au grand jour lors d'un match entre les Rockets et les Lakers cette année. It's hot now. Paul punches a throw. Paul and Rondo throwing punches. Ingram comes in. He's throwing punches. Security trying to... Plus sérieusement, en plus de la hargne et du sens de la passe, CP3 et Rajon partagent une maîtrise totale du flotteur. Chris Paul est d'ailleurs plus complet que Rondo offensivement. Meilleur shooter et meilleur dribbleur, il peut prendre feu en attaque. Paul est aussi un meneur d'hommes hors pair. 4 fois meilleur passeur de la ligue et 9 fois All-Star, il est souvent le détonateur des attaques de ses équipes. Capable de se frayer seul un chemin vers le cercle grâce à son handle et son premier pas, il peut shooter ou dégainer un flotteur rapide une fois arrivé face aux intérieurs adverses. Le panier le plus marquant de la carrière de CP3 est d'ailleurs un game winner inscrit face aux Spurs lors du Game 7 du premier tour des playoffs 2015. Tellement clutch! Dommage que ce ne soit qu'un premier tour de playoff. Dépourvu de bague, mais MVP, D-Rose est un meneur en total opposé, en tout point, à ce qu'on vient de voir. Le plus jeune MVP de l'histoire est ainsi l'un des meneurs les plus athlétiques de son époque. Phénomène physique, Rose joue comme un arrière mais dans un corps de meneur. Capable de postériser n'importe qui, son premier pas est intenable défensivement. Avant sa grave blessure au genou en 2012, il fut le franchise player d'une solide équipe des Bulls qui était capable de tenir tête à l'armada du Heat. Si ses défenseurs en appellent à l'aide défensive des intérieurs pour protéger l'arceau, D-Rose utilise sa détente hors norme pour placer son flotteur en tête de raquette. Rose wending his way in. Par exemple, D-Rose est le genre de type capable de sauter au-dessus d'un pas au gazole pour tuer le Christmas Game au Staples Center. Game over! Passons désormais au boss du flotteur. Celui qui a su l'apprivoiser pour en faire sa marque de fabrique durant 18 saisons au plus haut niveau. Tony Parker vient de prendre sa retraite et c'est tout le basket français qui pleure son idole. Le petit prince du basket, l'homme en or, qui a amené le basket français aussi où il en est aujourd'hui. Qui est le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Je pense qu'il n'y a pas plus vraiment de débat. En France, on a Tony Parker. Mais pas seulement. On reprend ? Ouais. Tipeee débute sa carrière pro du côté du Paris Basket Racing à la fin des années 90 et il est déjà impressionnant offensivement.
Repéré lors du Nike Hoop Summit en 2000, sa performance lors de cet événement réunissant les meilleurs espoirs du monde entier lui permet de se faire un nom aux États-Unis. Il ne sera néanmoins sélectionné qu'en 28e position de la draft 2001, bien loin des Kwame Brown et autres Tyson Chandler qui dominent cette draft. Greg Popovich et l'état-major des Spurs ont flairé le bon coup en le sélectionnant. Eux qui ont acquis les droits d'un certain Manu Ginobili à la 57e place 2 ans auparavant. Débarqué dans le Texas à 19 ans, Tipi devient le plus jeune meneur titulaire de l'histoire de la NBA. Il faut avoir les épaules solides pour driver une équipe menée à l'époque par les Twin Towers que sont Tim Duncan et David Robinson. Et Tipi va prendre un malin plaisir à surprendre la NBA tout entière pendant presque 2 décennies. Meneur agile et rapide, il transperce les défenses grâce à sa capacité à changer de rythme soudainement. Parker est capable d'accélérer brutalement sur 2-3 mètres afin de faire la différence avec son défenseur direct. Il est d'ailleurs l'un des joueurs les plus rapides de la ligue, balle en main. Libéré poste haut, souvent par un écran de Duncan, Tony dégaine son flotteur pour scorer match après match, saison après saison. Référence ultime du teardrop, c'est son signature move. Le geste qui lui permet aujourd'hui de s'asseoir dans le plus grand des calmes à la table des meilleurs meneurs de l'histoire. Si vous êtes américain, buvez un grand verre d'eau, ça va aller. Ses 4 titres de champion, ses 6 sélections au All-Star Game et son titre de MVP des finales en 2007 attestent de l'excellence au plus haut niveau du Parisian Torpedo. Parmi les milliers de flotteurs inscrits durant la carrière de Tipi, il y en a un qui a tout particulièrement retenu notre attention. Bon, on vous l'accorde, c'est probablement l'un des moins beaux. Souvenez-vous de ce Game 1 des finales NBA 2013 face au Heat des Three Amigos. Dans une fin de match étouffante, les Spurs mènent 90-88 et se doivent de scorer pour plier le match sous peine de voir le Heat revenir dans les ultimes secondes. Tipi hérite de la gonfle et cherche une solution pour trouver l'ouverture. L'excellente défense du Heat le contraint à prendre un shoot au buzzer des 24 secondes sur LeBron. Bingo! Tipi plie le game et offre le match aux Spurs. Un genou à terre, Tony trouve le moyen de dégainer son flotteur sur la planche pour tuer le match et offrir la première manche des finales à son équipe. Mais avant même que Tipi n'annonce sa retraite, certaines stars de la ligue se sont positionnées afin de reprendre le trône de MVP du flotteur. Il y en a un paquet, et pas des moindres. Stephen Curry est tellement délié lors de l'exécution de son flotteur qu'il en devient insolent. Grâce à son handle et à son toucher, il parvient à perforer toutes les défenses NBA. Isaiah Thomas, lui, profite de son centre de gravité très bas afin de prendre à défaut ses adversaires. Le franchise player des Rockets, James Harden, use lui de la menace d'un potentiel alley-oop avec Clint Capella pour dégainer son flotteur. L'hésitation en sortie d'écran provoque le flottement du défenseur et la sanction est souvent inévitable. Somebody give Kent Bazemore a map so he can locate James Harden. And another timeout and another look at the... Steps back, he's got Turner on him now. Turner, big guard. And Harden floats it up. It makes no difference. Ces derniers temps, les flotteurs ont la cote dans le Money Time. Cette saison, par exemple, on a pu s'extasier sur le game winner de Paul George qui passe au-dessus de la tour Rudy Gobert. Lou Williams, soliste extraordinaire, offre lui la victoire à ses Clippers avec ce flotteur incroyable. Il y a aussi Iso Joe qui se la joue Clippers Killer en passant au-dessus de DeAndre Jordan.
have shot! Et que dire de ce panier iconique de LeBronto? Un dagger qui symbolise tellement bien sa domination insolente sur l'équipe canadienne. Throws up the floater. Good night, Cleveland! That is for you! On termine évidemment avec un Frenchie, Evan Fournier, qui rend hommage au GOAT du flotteur avec ce buzzer sur la tête d'André Drummond. Fournier. There's magic in the air. Parce que oui, le flotteur NBA est teinté pour toujours d'une bonne dose de bleu, blanc et rouge. Subscribe. On reprend. Lâchez pas les bonnes chaussures. On reprend. Stop, 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 stop.